Guy Wagner, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de perspective, jetons un œil rapide dans le rétroviseur. Quel bilan, allez, on va dire global, tirez-vous de l'année 2024? Je dirais pour les marchés financiers ou surtout les marchés boursiers, c'était une année relativement bonne, surtout très très bonne pour le marché américain, correcte pour les autres marchés. D'un point de vue économique, ce qu'on a constaté, c'est que l'économie mondiale a continué à croître à un rythme très modéré. L'inflation, après être revenue, s'est stabilisée autour des 3%, donc rien de particulièrement intéressant à noter de ce point de vue-là. L'autre élément, bien sûr, qui est quand même intéressant, c'est que alors que l'inflation reste quand même au-dessus des objectifs de 2% quand la plupart des banques centrales, ces banques centrales, notamment la Banque centrale américaine et européenne, ont quand même pas mal déjà baissé leur taux d'intérêt. Donc, ce qui semble montrer que cet objectif de 2% n'est plus vraiment tellement d'actualité. Mhm. Alors depuis notre dernier échange, il s'est passé quand même pas mal de choses dans le monde, avec notamment l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Dans quelle mesure cela va-t-il bouleverser la donne sur le plan macroéconomique mondial? Aujourd'hui, c'est très difficile à dire puisqu'effectivement, certains des objectifs de l'administration Trump semblent même contradictoires. Donc, on ne sait pas vraiment quelles seront finalement les priorités. On le voit très bien aussi à l'heure actuelle avec les tarifs. Est-ce que c'est un outil de négociation ou est-ce qu'on veut vraiment implémenter des tarifs? Donc aujourd'hui, je dirais c'est extrêmement difficile de baser une stratégie là-dessus ou d'avoir une vision très claire de ce que ça impliquera pour l'économie. De plus en plus d'États sont confrontés à une dérive de leur déficit public. Est-ce que cette situation menace d'une certaine façon l'équilibre économique mondial? Oui, quelque part, oui. Comme tout acteur, si on est fortement endetté, on devient fragile. Et donc, on a aujourd'hui une dette publique très élevée. Là-dessus, se greffent encore des déficits budgétaires dans la plupart des pays qui sont aussi élevés, ce qui veut dire que la dette va encore continuer à monter. Et donc, effectivement, tôt ou tard, se pose le problème déjà du coût du service de la dette, parce qu'il faudra payer des intérêts dessus, mais aussi de qui va encore financer cette dette. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le niveau d'inflation qui continue évidemment à être une variable économique clé. Comment voyez-vous son évolution à court et moyen terme? Je dirais surtout à moyen et long terme, on croit quand même qu'on va dans un environnement où l'inflation sera structurellement plus élevée que ce qu'on a connu ces dernières années. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ces dernières années, on avait une inflation qui était faible et stable, quelque part entre 0 et 2%. Je pense que là, à l'avenir, on aura une inflation qui structurellement sera plus élevée. Le 2%, plutôt que d'être le plafond, ce sera peut-être plus le plancher. Et là, à l'intérieur de ça, il y aura des cycles d'accélération et de réduction de l'inflation. Mais encore une fois, je pense qu'elle sera structurellement plus élevée. À court terme, c'est difficile à dire. Ça dépendra un peu de l'évolution de l'économie. Bien sûr, si on va vers un ralentissement prononcé, il serait logique que l'inflation baisse. Mais ça, aujourd'hui, c'est très difficile puisqu'à nouveau, il y a cette incertitude avec éventuellement des tarifs qui feraient normalement monter l'inflation. Donc, il y a tellement d'incertitudes qu'à court terme, c'est très difficile à prévoir. Dans la dernière édition de votre publication Perspective, vous rappelez que la Chine veut mettre en place une alternative au système financier historique, hein, basé sur le dollar et les emprunts d'État américains. Et la Chine a lancé d'ailleurs plusieurs initiatives dans ce sens, par exemple en signant des accords commerciaux permettant des transactions en renminbi avec plusieurs partenaires. Est-ce que vous y voyez un simple épiphénomène ou bien faut-il y voir plutôt les prémices d'un bouleversement profond et durable de l'ordre établi? Je dirais, la réponse est la deuxième. Donc c'est plutôt, pour moi, c'est quelque chose de fondamental qui va continuer et d'une manière générale, on a aujourd'hui l'impression que l'économie mondiale, on peut dire de plus en plus, on voit l'apparition de plusieurs blocs qui sont basés sur des modèles économiques ou des idéologies politiques. Et donc, c'est plus devenu une économie mondiale caractérisée par différents blocs différents plutôt qu'une grande économie mondiale. Et c'est clair que la Chine et ses alliés, effectivement, veulent absolument sortir de cette dépendance à l'égard du dollar. Et donc, effectivement, je pense que ce processus n'est qu'à son début et qui va continuer. En Europe, la situation politique et économique reste très instable, notamment en Allemagne et en France. Est-ce que cela représente une menace pour la bonne santé globale de la zone euro? Oui, tout à fait. Quelque part, on pourrait même dire que ça représente une menace pour l'euro lui-même, parce qu'on est maintenant dans une situation où les deux grands pays de la zone euro, on pourrait dire l'Allemagne a un problème économique, la France a un problème de dette, et donc on va voir comment ça va se résoudre. Mais d'une manière générale, c'était toujours le risque. À un moment donné, si les intérêts de ces deux grands pays ne sont plus les mêmes, automatiquement se pose la question de la survie de l'euro quelque part.
Vous évoquez toujours dans cette publication Perspective le fait que depuis le début du siècle, donc en à peine 25 ans, l'euro et le dollar ont perdu quelques 50% de leur valeur en termes de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est une tendance qui, selon vous, est amenée à durer? Oui, tout à fait. C'est clairement la tendance avec l'argent papier, la monnaie papier. Donc la tendance est à la dévaluation. Et pour le dollar, on pourrait même dire, depuis qu'il n'est plus convertible en or, c'était au début des années 70, donc il y a une cinquantaine d'années. Depuis lors, on estime généralement qu'il a perdu plus de 90% de son pouvoir d'achat. Et c'est simplement la réalité. Et effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure avec la dette, etc., ça ne fait qu'accentuer cela. Et donc, on a quelque part des monnaies papier dont l'offre est quasiment illimitée. Et donc, par rapport à des choses dont l'offre est limitée, ces monnaies perdent en valeur. Les actions, finalement, représentent donc toujours un support d'investissement attrayant. Mais du coup, quel type d'actions faut-il privilégier selon vous? Oui, les actions représentent, disons, un moyen de se protéger contre cette perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Ça, c'est clairement le cas. Et donc, on est dans un monde où il faut privilégier ce qu'on appelle toujours les actifs réels, donc les actions, l'or, plutôt que les actifs monétaires comme les obligations. Maintenant, effectivement, quel type d'action, c'est une bonne question, parce que ce qu'on a constaté et ce qu'on constate à l'heure actuelle dans les marchés, c'est qu'on est de plus en plus dans un monde un peu plus de spéculation, marqué par la gestion passive, indicielle, qui fait que les flux vont souvent vers les mêmes marchés, vers les mêmes titres. Et donc, on est dans cette situation un peu incongrue. Aujourd'hui, le marché américain représente quelques 70% du marché mondial. Et à l'intérieur du marché américain, il y a environ 15 valeurs qui représentent 35% du marché. Donc, c'est un marché très étroit. Et donc, la hausse a été, de ce point de vue, même l'année dernière, a été relativement étroite. Et donc, effectivement, la logique voudrait que, si on croit à l'investissement, donc c'est plutôt en dehors de ces valeurs-là qu'on trouve des opportunités, mais avec le risque, tant que cette tendance dure, vers la gestion indicielle de sous-performer. Justement, le fait que les actions du marché américain représentent 70% de l'indice boursier mondial, ce qui est un niveau record, est-ce que c'est une situation qui est inquiétante? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déséquilibre justement de la réalité de l'économie? Si, il y a clairement un risque. Et cette idée des États-Unis, donc ça c'est basé sur cette idée que les États-Unis ont quelque chose qui les rend exceptionnels. Donc c'est souvent cette idée que la croissance est plus forte aux États-Unis, qu'ils ont un marché domestique qui est beaucoup plus important. Mais c'est surtout cette idée de nos jours que les économies, les entreprises américaines dominent l'économie digitale. Et donc ça fait qu'effectivement la hausse entraîne la hausse. Et donc on a aujourd'hui cette situation où les États-Unis, qui représentent quelques 20% de l'économie mondiale, mais représentent 70% du marché boursier mondial. La dernière fois où on avait ça, c'était à la fin des années 80, où le Japon, à l'époque, représentait moins de 10% de l'économie mondiale, mais 50% du marché mondial. Donc c'est effectivement une situation spéciale, dangereuse, mais aujourd'hui qui pourrait encore durer un certain temps. Vous l'évoquiez aussi entre gestion passive et gestion active, votre cœur clairement balance d'un côté. Oui, pour moi, la gestion active, c'est de l'investissement quelque part. On essaie de trouver des entreprises de bonne qualité, on prend des participations à long terme dans ces entreprises et on essaie effectivement de faire attention au prix qu'on paye. La spéculation, c'est plutôt d'acheter un titre avec l'idée de le revendre à quelqu'un d'autre à un cours plus élevé, mais c'est pas nécessairement la même chose. Par contre, la gestion indicielle, puisque souvent les indices, comme à commencer par l'indice américain, sont basés sur la capitalisation boursière des entreprises, donc plus leur cours augmente, plus leur capitalisation boursière augmente, plus leur poids augmente, plus elles attirent encore plus d'argent. Et donc, c'est ce phénomène, la hausse entraîne la hausse. Et l'inverse est un peu vrai pour les sociétés qui sont délaissées. Elles sont bon marché, mais elles risquent de devenir encore plus bon marché. Les marchés financiers européens, eux, sont caractérisés par une nette décote par rapport au marché américain. Est-ce que ça signifie que c'est le bon moment pour y entrer? Oui, je dirais d'abord, cette décote du marché européen, il faut un peu la relativiser. C'est un peu dû aussi à la constitution des indices, la composition des indices. C'est-à-dire en Europe, il y a plus de banques, plus le secteur automobile, les services publics, ce qui sont souvent des secteurs qui se traitent à des multiples moins élevés que la technologie. Donc, quelque part, une certaine décote est logique. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est historiquement élevée. Et effectivement, aujourd'hui, on peut trouver en Europe des sociétés de qualité qui, par rapport à leurs homologues américains, ont beaucoup moins bien fait et dont la valorisation est plus intéressante. Pour finir, comme de tradition, un petit mot sur l'or, qui a été une des vedettes de l'année 2024. Le métal jaune reste-t-il plus que jamais une opportunité d'investissement attractive malgré des cours qui sont au sommet?
Oui, je dirais pour le moyen et long terme, oui, et c'est partiellement lié aux choses dont on a parlé avant. Donc, c'est déjà cette idée de la Chine et de ses alliés de mettre en place une alternative au système basé sur le dollar. Et dans cette alternative, l'or joue un rôle important, ce qui explique partiellement la demande physique très importante venant de cette partie du monde. Ensuite, il y a effectivement les problèmes de l'argent papier. À nouveau, l'or constitue une certaine protection par rapport à ça. Donc, je pense que les perspectives à moyen et long terme reste très favorable. Et on dit souvent, oui, mais l'or est déjà tellement élevé. Mais si on regarde sur les 40 dernières années, comment certaines autres variables ont évolué, le marché boursier, les prix immobiliers, la masse monétaire, l'or reste encore largement à la traîne par rapport à ça. Donc que sur le moyen et long terme, on reste très confiant sur l'or. Sur le court terme, surtout après la hausse qu'on a eue, il se pourrait toujours qu'on ait une correction. Donc ça, on ne peut jamais l'exclure. Merci beaucoup, Guy Wagner, pour ces éclairages. Et évidemment, pour plus de détails, rendez-vous dans le numéro 182 de la publication Perspective, qui, rappelons-le, en 2024 a fêté ses 35 ans d'existence. Merci beaucoup, Guy Wagner. Merci à vous.